Stéphane Rodin, on s'est posé beaucoup de questions sur votre attitude en cas de qualification pour ce second tour. Vous avez choisi l'indépendant jusqu'au bout. N'aurait-il pas été plus logique, ou en tout cas logique, que vous alliez avec Michel Abchin, avec qui vous avez travaillé le temps de cette mandature? Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Alors sur cette question, si c'est tout, ce sera la seule question d'actualité entre deux tours? Il y en aura deux. Ah, bien, très bien. Quand on adhère à une équipe municipale, on adhère d'abord à un projet. On ne rentre pas en politique comme on rentre dans un fan club. C'est-à-dire que naturellement, quand on rejoint une équipe, on rejoint d'abord le projet. À partir du moment où vous voyez que les lignes sur le projet 2014-2020 ne sont pas forcément celles auxquelles vous adhérez, il y a finalement trois possibilités. Soit vous poursuivez, et puis, eh bien, vaille que vaille, soit vous arrêtez tout, puis je considère qu'effectivement, j'avais des choses à défendre, ou alors vous présentez votre propre projet avec des personnes qui vous soutiennent et qui adhèrent. C'est le choix que nous avons fait, avec un choix clair, parce qu'au fur et à mesure que la campagne s'avançait, de bien voir que finalement, si des projets peuvent se rejoindre, ça paraît assez logique, parce que dans une ville de moins de 30 000 habitants, qui ait des points de programme qui soient identiques, c'est la preuve qu'on vit tous dans la même ville, donc jusque-là, il n'y a rien de choquant. Mais par contre, sur la conception même de faire de la politique et des différences, en l'occurrence, sur la liste Rassemblement nos énergies, là, il n'y avait aucune adhésion possible avec aucune autre liste. Donc on l'avait annoncé. On avait dit si nous faisions moins de 10%, nous nous retirions. Et si nous faisions plus de 10%, eh bien, nous honorons la confiance, et en l'occurrence des 1313 électeurs qui nous ont fait confiance, en se maintenant. Voilà ce qui est donc. Nous avons mis simplement en acte les propos que nous avions tenus. Très bien, alors c'est 1313 électeurs, je pense. Vous avez obtenu au premier tour. Comment comptez-vous faire en sorte qu'ils croissent et multiplient dimanche? Simplement, finalement, en valorisant ce que nous avons pu faire et ce en quoi nous croyons depuis le début de cette campagne, que nous pensons, nous, qu'il ne s'agit pas de changer d'optique en cours de parcours. Le premier tour est certes pour présenter un projet, mais je suis persuadé, et l'équipe avec moi, que le deuxième tour n'est pas là pour dire bon, le premier tour est passé, on a présenté les projets, maintenant c'est un débat et un affrontement droite-gauche et on se positionne sur une idéologie finalement nationale. Donc naturellement, on tiendra le même discours. On a présenté un projet au-delà de positionnement politique, dans lequel on ne se reconnaît absolument pas, à l'échelle, en tout cas locale. Bien, alors, au vu justement du résultat de ce premier tour, sauf un probable miracle, enfin les électeurs saumurois nous ont habitués à quelques surprises. Enfin, on peut penser que siégerait dans la minorité du prochain conseil municipal. Et on peut se poser la question de savoir dans quelle minorité préférerez-vous siéger, celle de Michel Abchin ou celle de Jean-Michel Marchand? Alors déjà, si moi j'ai du mal à faire les élections avant l'heure, parce que si effectivement on solde tout sur un coin de table là ce soir, ça ne sert à rien de se déplacer dimanche. Donc l'état d'esprit qui sera le nôtre, quelle que soit la position qui sera la nôtre, c'est naturellement de ne pas être dans une opposition. Et naturellement, on sera constructif et que le projet qu'on a développé et finalement qui va recueillir à nouveau des voix dimanche prochain, et on espère bien les amplifier, et le porte-à-porte que l'on peut faire, les rencontres que l'on peut faire avec les Saumurois nous ont en tout cas convaincus que nous avons eu raison de tenir la position que nous tenons. Eh bien, ce projet, nous continuerons de le défendre, de proposer des idées, et puis d'apporter notre pierre à l'édifice, parce qu'en réalité, l'essentiel, ce n'est pas celui qui gagne, c'est que ce soit les Saumurois qui gagnent. Donc, on ne sera pas dans une opposition pour bloquer le système. Madame de Montbriand, vous avez obtenu un peu plus de 11% des voix, alors que vous avez fait une campagne on ne peut plus discrète. Et c'est un euphémisme, je pense. Certains, M. Abchin en fait partie, disent que ces scores s'expliquent par un rejet du gouvernement actuel. Est-ce que vous partagez cette analyse? Bonsoir. Non, pas du tout. Je pense qu'on n'a pas besoin d'aller sur le plan national pour expliquer le vote Front National sur Saumur. Je pense que les Saumurois
ont eu affaire à des problèmes locaux et ont voulu manifester par là le besoin de changement. Donc ça fait pas mal de mois qu'on travaille sur le terrain, qu'on écoute les gens, et je pense que le problème vient de là. Il n'y a pas assez d'écoute concernant les problèmes sur le bois. Donc les Saumurois ont trouvé, grâce à nous, peut-être une écoute et nous demandent de porter cette écoute au niveau du conseil municipal. Expliquez-nous pourquoi le Front National fait plus de 11% à Saumur, alors qu'à Angers, il ne fait que 6,7%, et qu'il n'y a même pas eu de liste FN à Cholet. Est-ce qu'il y a une particularité saumuroise? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a une particularité, oui. On est une ville avec. On n'a pas la même population, la même répartition de population qu'à Angers ou qu'à Cholet. Donc, cela s'explique peut-être le résultat à Angers et puis peut-être centre-liste à Cholet. Il est difficile pour le Front National, vous le savez, il suffit de réécouter actuellement les actualités pour se rendre compte qu'on ne facilite pas la vie et que c'est difficile de monter des listes parce que nous avons affaire à des gens qui viennent du domaine du droit privé, enfin de profession privée, et il est difficile, quand on a une carrière, quand on est commerçant, quand on est dans une entreprise, de dire on va être candidat au national. Donc on n'est pas à égalité avec les autres listes à ce niveau-là. Comme vous avez obtenu à peu près le même score que M. Robin, qui est quand même largement derrière les autres candidats. Parmi les candidats qui restent en lice à Saumur, qui préférez-vous voir élu dimanche soir? Ni l'un ni l'autre, oui. Pour leur campagne, on n'a pas de adhérer à un candidat par rapport à un autre. Nous sommes le Front National, nous défendons nos idées et on sera dans une opposition, effectivement, puisqu'on n'arrive pas à faire mieux, mais on sera dans une opposition constructive. Donc si le candidat est de gauche et qui propose des solutions intéressantes, on les soutiendra. Et la même chose si c'était le maire de droite. Merci. Passons à Jean-Michel Marchand. Au cours de cette semaine, vous êtes parvenu au terme d'âpres négociations à un accord fusion avec la liste de Jacques Boulet. Au final, il y a de nombreuses personnes qui s'interrogent, est-ce que c'est un accord de circonstance uniquement pour battre la majorité sortante de Michel Deschamps? Quel intérêt y aurait-il, d'abord bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, quel intérêt y aurait-il à faire un accord de circonstance alors que notre objectif c'est tout simplement de prendre en main la gestion de cette ville. C'est un fait, nous avons négocié pendant quelques heures, vous les qualifiez d'âpres, moi je les qualifierais simplement de négociations qui m'ont permis de nous éclairer chacun sur à la fois nos options et sur nos volontés. Et c'est au bout de ces négociations que nous avons, avec Gilles qui m'accompagne là, constitué cette liste commune qui nous appelons maintenant Agir pour Saumur. Notre volonté, c'est de rassembler des hommes et des femmes diverses, très diverses parfois, mais tant mieux. Cela enrichit à la fois les compétences et cela donne en même temps une homogénéité incontestable, puisque nous avons constaté que nos programmes étaient particulièrement compatibles et que nous avions quelque chose en commun avec Jackie, mais on sait depuis longtemps, c'est notre grande facilité à être en proximité des gens. Justement, nombreux sont les électeurs de Jackie Boulet qui espéraient un renouveau à gauche. Un renouveau que vous avez du mal à incarner. Dans ces conditions, êtes-vous confiant dans les reports de vote dimanche? Écoutez, moi je ne serai pas évidemment dans l'isoloir avec les gens. Ils vont bien voter en leur âme et conscience, et tant mieux, c'est ça la démocratie. Nous totalisons à tous les deux 44,68% des voix. Il y aura sans doute encore des marges de manœuvre.
plutôt que de parler de report. Moi, j'espère que ceux qui n'ont pas réussi à choisir entre l'un et l'autre au premier tour n'auront plus de difficultés à le faire, puisque nous l'avons annoncé, et je le redis ce soir, très simplement, que nous constituons un binôme avec un maire et son premier adjoint, Jackie, et ce binôme a la volonté de travailler tout simplement pour gérer cette ville et préparer son avenir. Enfin, comme cela a pu se dire pour votre concurrent, voisin et maire sortant, certains commencent à s'interroger sur votre envie ou votre volonté d'aller jusqu'au bout du mandat si vous êtes élu. La question a été posée à plusieurs reprises ces jours-ci. Qu'en dites-vous? J'en dis que je suis étonné de cette question. Lorsqu'on se présente à une élection, et ceux qui sont ici et ceux qui étaient au premier tour, c'est bien avec la volonté d'abord de réussir, c'est-à-dire de gagner. Et lorsqu'on gagne, on prend l'engagement de mettre en œuvre à la fois ce qu'on a proposé et ce que l'on souhaite. Je vais faire ça d'un clin d'œil. Je peux le faire à côté de vous, M. Abchin. Notre âge ne nous empêche pas de garder le dynamisme de la jeunesse et l'enthousiasme qui est celui des uns et des autres. Monsieur Abchin, comment est-ce que vous expliquez la faiblesse de votre score au premier tour, 31% des voix, alors que le contexte politique national est aujourd'hui très favorable à l'UMP sur le plan électoral? Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs les journalistes. Oui, je vais vous étonner, je vais au moins avoir un point de convergence avec M. Marchand, puisque nous avons peu ou prou le même âge, monsieur, et que ça n'exclut pas ni le dynamisme, ni l'enthousiasme, ni la volonté de servir. Monsieur Rochereau, nous avons cette chance de vivre dans un pays démocratique, et ce n'est pas le cas de tout le monde dans le monde, et même parfois en Europe, pas si loin de nous. Et donc, le changement qui a été fait en plus par le législateur du mode électoral à Saumur, qui fait que désormais tous les Saumurois ont le même choix, se prononcent sur les mêmes listes, quel que soit leur lieu d'habitation. C'est une bonne chose, une belle respiration démocratique, ça permet à tout le monde de se prononcer de la même façon. Quel qu'il soit, le maire de Saumur qui sera élu la semaine prochaine aura été élu par la majorité de tous les Saumurois. Et c'est tant mieux. Évidemment, ça évite sans doute aussi générer une multiplication des listes. C'est la première fois depuis bien longtemps, vous l'avez vous-même signalé, souligné, que c'est la première fois qu'il existe à Saumur un si grand nombre de listes, 6 listes. Et la liste que j'ai eu l'honneur et que j'ai toujours l'honneur de conduire, Saumur en mouvement, étant la liste sortante, s'est trouvée naturellement affrontée à 5 listes concurrentes et donc challenger. 1 contre 5, le combat, la concurrence plus exactement, la compétition, n'était pas forcément facile pour nous. Je ne l'explique pas outre mesure, je l'ai dit, donc je ne vois pas pourquoi je le cacherai ce soir. Nous avons été un peu déçus de ce score. Nous espérions avoir un score plus élevé, et cette multiplication de listes ne nous a pas favorisés. C'est une réalité. Vous dites, malgré tout, que vous allez gagner dimanche. Comment est-ce que vous comptez élargir votre socle électoral de 31% des voix? Quels électeurs est-ce que vous comptez ramener vers vous? Alors d'abord, si on mène une liste, et si on croit à ce que l'on fait, si on a des fortes convictions, ce qui est notre cas, évidemment qu'on pense jusqu'au bout que la victoire est possible. Et c'est quand la compétition est difficile que la victoire n'en est que plus belle si elle arrive. Personne n'est propriétaire de ses voix, c'est une formule bien connue. Je pense qu'aujourd'hui, le choix des électeurs a changé. Au premier tour, on exprime sa sensibilité politique, on exprime son choix
rationnelle ou irrationnelle en fonction des programmes qui sont proposés, en fonction que l'on aime plus ou moins telle ou telle personne, et ça donne les résultats que l'on peut connaître. Au second tour, on n'est plus dans la même dialectique. Au second tour, les électeurs vont devoir se prononcer et choisir qui ils veulent comme maire pour les 6 années qui viennent, qui ils veulent comme maire pour conduire la ville et définir et tracer son avenir au moins à moyen terme. Et donc le discours, forcément, n'est plus le même. Et aujourd'hui, très vraisemblablement, enfin dimanche, très vraisemblablement, les électeurs auront le choix entre désigner M. Marchand ou moi. M. Marchand et moi, nous sommes presque de vieux adversaires. Nous nous connaissons assez bien, nous nous sommes confrontés pendant 6 années au conseil municipal, nous n'avons pas les mêmes options, parfois oui, souvent non. C'est un véritable choix de société, de gestion. M. Marchand a sollicité et obtenu finalement l'investiture du Parti Socialiste. Il soutient, pas son mal, je vous l'accorde bien volontiers, c'est vous qui le dites. Il soutient le gouvernement en place, sauf erreur de ma part, il a voté pour M. François Hollande. Nous ne partageons pas ces options-là. Je n'ai pas voté pour François Hollande, tout le monde le sait. Je ne soutiens pas l'action du gouvernement actuel. Nous sommes donc dans un véritable choix. Les électeurs, je pense que les électeurs vont devoir se prononcer sur ce choix-là. Ce n'est pas le même qu'au premier tour. Merci. M. Abchin est clairement politisé, le deuxième tour. Vous également. Est-ce que vous voulez répondre à M. Abchin justement sur ce point? Je veux bien répondre à M. Abchin en clin d'œil. D'abord dire qu'à cette tribune-là, nous sommes 2 à avoir voté François Hollande. Bon, voilà. Et que c'est plutôt... Voilà, on se demande qui est le deuxième. Mais non, mais il n'y a pas de... Moi, je crois que c'est plutôt un honneur que d'avoir choisi à ce moment-là qu'il y ait un véritable changement à la tête de ce pays. Je pense que vous avez, excusez-moi, je pense que vous avez trouvé en M. Marchand une qualité que vous ne connaissez peut-être pas, c'est celle de chauffeur de salle. On va essayer de ne pas trop chauffer la salle, s'il vous plaît. Non, j'aimerais bien. Continuer le débat. J'aimerais bien qu'on redevienne sérieux. Voilà, chauffeur de salle, M. Abchin, permettez quand même. Vous voulez politiser. Soit, mais sachez-le, les Saumurois, eux, ils vont choisir en fonction des politiques qui ont été conduites sur leur ville et en fonction des relations qu'ils ont établies avec la municipalité que vous avez confiée. Voilà, me semble-t-il, là où se trouve l'essentiel. Après, et personne ne l'a nié, il y a eu une crise, il y a eu des changements politiques, il y a eu des décisions acceptées par certains, critiquées par d'autres. Mais il y a surtout ce que nous faisons ici, ce que nous faisons de notre ville, le développement que nous lui proposons et l'accompagnement des Saumurois. On va en parler par la suite. Monsieur Robin, vous vouliez réagir? Oui, peut-être 2 points là-dessus. Quand j'entends dire que finalement l'élection est déjà jouée entre 2 personnes, naturellement il y a un écart important. Cela dit, on peut espérer qu'une 3e voie soit possible. Ou alors, ça veut dire que le système démocratique est ainsi fait, qu'il est mal fichu, et que dans ce cas-là, il ne fallait pas sélectionner au-dessus des 10%, mais il fallait prendre simplement les 2 premiers arrivés. Or, les lois républicaines sont ainsi faites que moi, en tout cas, je vais les respecter, et que je considère que le débat il vaut le coup d'être battu jusqu'au bout. Sur le fait, autant pas réagir. Sinon, on ne sera pas à notre réunion publique ce soir à 20h30. Oui, j'approuve. Je suis désolé, on n'avait pas prévu des réactions de la salle. On avait prévu des réactions de la salle et on avait prévu de vous dire de ne pas réagir. Super, merci. C'est juste pour la compréhension du débat et qu'on puisse C'est perdu, suivre nous de façon un peu plus simple. Deuxième point. Vous pourrez applaudir à la fin.
Deuxième point sur le fait que le premier tour ait pu être finalement pour des candidatures, quelles qu'elles soient, en tout cas pour le troisième et le quatrième arrivé, et encore que je ne vais pas prendre de défense, loin de là, que ce soit un rejet de politique nationale, puisque c'est ce que j'ai entendu, un rejet de politique nationale, ou en local, ou ici, pour ce qui nous concerne, un rejet de la politique locale. Je trouve que c'est insulter finalement les électeurs qui nous ont fait confiance. Et ce propos-là, je ne peux absolument pas rentrer là-dedans. Et puis quand Jean-Michel dit qu'on est deux à avoir soutenu François Hollande, naturellement, et contrairement à ce que j'ai pu entendre dire pendant cette campagne, mais enfin les propos entraînent la crédibilité de ceux qui les tiennent, je n'ai jamais appelé à voter François Hollande. J'ai voté François Hollande et je considère que quand on est un homme public, on doit dire pour qui on vote. Demain, si je ne suis plus élu, le bulletin, naturellement, ça secret. Je vais bien préciser, cependant, pour les raisons pour lesquelles j'avais personnellement voté François Hollande, je trouvais que la droitisation du discours était excessive, et me semble-t-il que les rapports avec Buisson ces derniers jours m'en donnaient raison, mais que par ailleurs je mettais deux réserves sur le programme de François Hollande, comme sur celui de Nicolas Sarkozy d'ailleurs, et qu'ils avaient fait un programme sur un calcul de croissance qui était de toute façon intenable, et que deuxièmement, malheureusement, sur la question du cumul des mandats, et bien de ce point de vue-là aussi, j'étais déçu. On va revenir au sujet locaux. Madame de Montbriand. Oui, je voulais réagir un petit peu parce qu'effectivement, comme dit M. Robin, franchement, si le deuxième tour se passe uniquement entre les deux candidats ici présents, c'est pas encore là, effectivement. Deuxièmement, lorsqu'on parle de changement à son mur et qu'on voit systématiquement M. Abchin et M. Marchand qui s'entendent très bien, qui sympathisent bien, qui se saluent, mais je suis très content de voir cette ambiance. On n'est pas obligé d'avoir des propos déplacés. Je suis bien content de voir cette ambiance, mais le changement, on ne cherche pas. Donc, on ne propose pas de changer M. Abchin par M. Marchand, qui a lui-même remplacé M. Marchand précédemment. Alors, le changement, je ne le cherche pas. Et les gens ont besoin de changement. On l'entend sur le terrain, et peut-être que c'est dans ce sens-là qu'il faut admettre que des candidats continuent à se présenter troisième ou quatrième position. Bien. On va revenir à des sujets locaux. On a déjà pris beaucoup de retard par rapport à ce qu'on avait prévu, mais on l'avait aussi prévu. On voulait aborder le thème du centre-ville en général, un thème qui a été très présent, particulièrement présent dans cette campagne. J'ai commencé par une question avec M. Robin. En tant que membre de la majorité, vous avez soutenu ce projet de réaménagement du centre-ville. Pourquoi est-ce que vous avez changé d'avis en cours de route? D'ailleurs, premier point, s'agissant des budgets engagés, aujourd'hui, on n'est pas sur un budget qui prend la globalité du projet tel qu'il est présenté par l'équipe, en tout cas, de Michel aujourd'hui pour 2014-2020. Donc, sur ce qui a été engagé et ce qui va être engagé, il y a quand même une très grande différence. Là-dessus, me semble-t-il, dans la question est un peu biaisée. Madame de Montbriand, j'ai vu dans votre programme que vous voulez défendre, j'ai toujours les guillemets, défendre l'implantation et le maintien des commerçants. Dites-nous de quelle façon et avec quels outils? Lorsqu'on a fait le tour des commerçants du centre-ville, on s'est rendu compte que beaucoup de commerçants rencontraient des problèmes pour maintenir même leur commerce, en dehors de ceux qui avaient déjà fermé, qui ferment régulièrement. Donc, on s'est rendu compte que on savait, on connaissait les moyens. Les candidats proposent toujours des solutions pour relancer l'économie du centre-ville, etc. On s'est rendu compte que certains commerces fermaient parce qu'il y avait également des problèmes pour l'accessibilité des handicapés. Donc, on sait que certains commerces ont du mal à s'adapter. Mais on s'est rendu compte également que les commerçants qu'on rencontrait avaient le sentiment d'être isolés. Il y a des aides qui existent et on a certains commerçants qui ne les mettent pas en application. Ils n'ont pas assez d'informations et ils ne sont pas aidés dans le montage du dossier. Et c'est dans ce sens où je me disais que la municipalité a un rôle à jouer. Parmi le personnel de la municipalité, nous avons des gens compétents, et qu'il pourrait y avoir une cellule, ça un petit bureau, qui pourrait mettre ses compétences à la disposition des commerçants. Très bien. Monsieur Marchand, si vous êtes élu, que devient le projet, le programme de rénovation du centre-ville? Vous arrêtez tout? Vous en gardez des morceaux? Qu'est-ce que vous faites? Vous voulez parler de la rénovation des espaces publics du centre-ville? Oui. Écoutez, on s'est exprimé là-dessus depuis bien longtemps. Le chantier de la rue Saint-Nicolas, même si il tarde à aboutir, sera bien évidemment terminé. Quant aux autres chantiers, il est évident
que la place de la Milange et Franklin Roosevelt ont besoin d'être refaites. Même chose pour la place Saint-Pierre, mais que nous aurons évidemment à nous interroger sur ce projet qui a été proposé par la municipalité sortante d'aménagement de la place de la République avec un parking qui se ferait et qui ne se ferait pas. On a annoncé la couleur, on a dit qu'il n'y aurait pas, que nous ne ferions pas de parking sous la place de la République. Par contre, la priorité des priorités n'est sans doute pas celle-ci. La priorité des priorités, c'est évidemment d'accompagner les commerçants qui sont sur le centre-ville élargi, hein, la place Saint-Pierre en faisant partie, la place de la République aussi, les accompagner pour participer avec eux à la sauvegarde des commerces qui sont déjà ici. Et il y a là des outils à notre disposition, un outil qui est une loi qui permet de proposer, en accord avec les commerçants et avec leur chambre consulaire, un périmètre de sauvegarde des commerces. Voilà. On peut travailler là-dessus. On peut aussi travailler sur la possibilité d'acquérir du foncier, voire d'acquérir des porte-portes et de les remettre sur le marché. Voilà ce que nous proposons, et je le dis pour que ce soit bien clair pour tout le monde. Nous ferons ça en partenariat, dans le cadre d'une charte de partenariat, où nous mettrons noir sur blanc ce qu'il faut faire, qu'il fera, et qui participera évidemment au financement. Monsieur Abchin, après votre déclaration de lundi dernier, dites-nous si vous êtes toujours décidé à installer un souterrain dans le centre-ville, ou est-ce que le projet est abandonné? Alors, notre projet, c'est évidemment de redonner au centre-ville une vie, une convivialité qu'il a malheureusement perdue par le vieillissement des revêtements, des surfaces, mais aussi gâché par cette omniprésence anarchique de la voiture. Si je peux vous donner un exemple, mesdames et messieurs, où vous vous déplacez les uns et les autres, y a-t-il un plus bel endroit pour se rencontrer, pour parler, pour avoir des échanges et avoir un peu d'humanité, par exemple, que la place Plumereau à Tours? Pour ceux qui connaissent Tours, y a-t-il un plus bel endroit que celui-là pour justement avoir et retrouver une véritable vie de citadin, une véritable vie de ville? C'est ça notre ambition à terme, c'est de redonner à un certain nombre d'endroits de Saumur où les gens, historiquement, se rencontrent. Place de la République, regardez les vieilles cartes postales du 19e siècle, c'était déjà des lieux de rencontre, à la place Saint-Pierre également. Bon, ces endroits-là, nous souhaitons leur redonner vie, convivialité et remettre à la disposition des Saumurois des endroits pour se rencontrer, pour se parler, pour vivre ensemble. Et puis également, ce que nous souhaitons, c'est rendre la Loire aux Saumurois. Quand vous êtes à la place de la Milange ou à la place de la République, personne ne voit la Loire, c'est quand même dommage. Quand on voit ce que d'autres villes ont réussi, on s'en parlait de Bordeaux, qui a d'autres moyens, bien sûr, que les nôtres, mais on peut parler d'Orléans, on peut parler d'autres villes, qui ont su redonner leur fleuve à leurs habitants. C'est ça notre ambition. Alors évidemment, se pose la question des voitures. Que faire des voitures? Nous en avons tous des voitures, nous n'allons pas les abandonner, bien entendu. Évidemment que notre réflexion, qui paraissait quand même toute évidente, si les gens se garent en centre-ville, c'est parce qu'ils y viennent. Ils y viennent pour faire des courses, pour aller à la poste, pour aller à la mairie, pour aller j'espère qu'ils reviendront très vite dans ce théâtre, pour aller rencontrer les commerçants, pour le restaurant, etc. Et donc si ils viennent au centre-ville, ils continueront d'avoir envie d'y venir. C'est donc là qu'il faut leur proposer des solutions alternatives. Si on veut débarrasser les voitures de la surface, eh bien nous avons dit, le plus simple, c'est de les mettre en dessous. D'où cette idée d'un parking souterrain. Alors je sais qu'elle inquiète, j'ai bien compris qu'elle inquiète. Je ne dis pas que nous l'avons abandonnée, je dis que nous l'avons sans doute pas suffisamment bien expliquée. Elle est peut-être apparue aux Saumurois comme trop abrupte, comme une solution imposée. Ce n'est pas une solution imposée. Pour l'instant, nous avons fait une étude de faisabilité. Au moins, nous savons que, en raison de la nature des terrains, en raison de la technologie disponible dans les entreprises qui savent faire des parkings souterrains, il est réalisable. Ensuite, eh bien, il faudra continuer à discuter, se concerter, et finalement, ce sont les Saumurois qui sont les maîtres de leur ville. Si les Saumurois, dans leur majorité, n'en veulent pas, on cherchera d'autres solutions. Mais je pense qu'on n'est pas allé au bout
de l'explication et de la concertation. Très bien. Monsieur Marchand, Monsieur Abchin, vous avez de l'avance sur le temps de parole. Je vais donner la parole à Monsieur Robin et Madame Lemourian avec la même question. Est-ce que vous avez des idées nouvelles, originales, et si possible pas chères, pour dynamiser le centre-ville, pour le rendre plus attractif? Alors sur la question du pas cher, naturellement, la première, ce sera de réétudier le programme de rénovation du centre-ville, justement. Et peut-être de faire les choses, même sûrement, de faire les choses de manière différente, moins chère. Je fais exprimer là-dessus, on n'est pas obligé de mettre des petits pavés partout. Surtout venant d'Inde, je réaffirme les propos que j'ai tenus, avec de l'argent contribuable, même si on a essayé de trouver des arguments, ce sont des arguments qui ne m'ont pas convaincu, parce que quand on fait nos recherches, on peut trouver certes un peu plus cher de quoi rénover aujourd'hui, sans pour autant aller chercher, avec l'argent du contribuable, des marchés qui auraient pu être décrochés en France. Premier point, donc, le fait de devoir étudier ce programme de rénovation est certainement de manière moins ambitieuse qu'elle était en termes de rendu, mais avec des matériaux, me semble-t-il, moins chers qui peuvent être aussi propres. Moi, j'ai mon bureau place de l'Arche de Ré, je pense souvent cet exemple-là, ce qui a été refait, je trouve que c'est très très propre, c'est très très joli, sans pour autant avoir mis du pavé partout. Il y a la question de l'animation. Il me semble que l'ensemble des candidats, finalement, ont acté sur cette notion de devoir animer le centre-ville. On a vu émerger des notions de manager de commerce, peut-être même que ça devrait être une question à l'échelle du Grand Saumurois, parce que le problème est l'ensemble, et même sur l'ensemble des communes du Grand Saumurois, et que ce salaire serait certainement plus facilement porté à cette échelle-là. Il y a la question du stationnement. Naturellement, nous proposons justement, on a un centre commercial à ciel ouvert quand on est en centre-ville, or on empêche finalement les clients de venir en centre-ville. Quand vous allez chez Leclerc, non seulement le parking est gratuit, en plus vous êtes à l'abri. Eh bien, ça veut dire qu'il faut pouvoir favoriser aussi à ce que les clients viennent en centre-ville et ne payent pas la première heure. Je vais terminer sur une chose, sur la question de l'image. Chère madame, vous voyez, on peut faire la politique ensemble sans se faire la guerre. Je vais faire honneur à mon ami Paul Hugot. Un habitant de Saumur m'a dit pendant la campagne, Jean-Paul Hugot avait créé la Fondation du patrimoine. Pourquoi est-ce que vous ne créeriez pas une fondation de l'art de vivre à la française? Et j'ai trouvé que cette idée était absolument excellente en termes d'image à pouvoir développer sur le Saumurois, notamment pour valoriser nos commerces et notamment pour valoriser l'image de tous les savoir-faire et toutes les pépites que l'on a en Saumurois. Voilà, une idée toute bête que vous ne retrouverez pas sur l'ensemble des autres provinces. Merci. Madame de Montbriand. Ah oui, alors c'est assez amusant d'avoir plein d'idées lorsqu'on arrive à une nouvelle élection et qu'on est resté pendant 5 ans, quand même 6 ans, excusez-moi, à la mairie. Donc c'est toujours sympathique de voir qu'on a des idées à la fin. C'est bien. Je suis tout à fait d'accord. Régler les problèmes des communes sans se bagarrer, parce qu'on va tous dans la même direction, hein, on a le même but. Et puis, je suis tout à fait d'accord également pour ne pas pénaliser les personnes qui viennent au centre-ville et les clients des commerces du centre-ville en faisant des parkings chers ou en limitant le temps de séjour sur un parking. Donc, je suis également favorable à la première heure gratuite parce que c'est vrai que les commerçants, les clients qui viennent dans le centre-ville sont pénalisés par rapport aux commerçants qui vont dans le grand surface. Alors après, je crois que tout a été dit, je ne vais pas me tendre là-dessus. Tout n'a pas été dit sur le centre-ville. Je pense que le sujet est inépuisable, mais oui, voilà, il faut qu'on avance. On a prévu un autre thème. Est-ce qu'on peut ajouter malgré tout quelque chose? Mais vraiment 10 minutes, parce qu'autrement, on ne va pas y arriver. Ou alors on fait tout le débat sur le centre-ville. Bon, sérieusement, ce problème du stationnement est sans doute le problème majeur que nous avons rencontré tout au long de la campagne, et je dis nous, en parlant pour tous les gens qui sont ici et sans doute dans cette salle. Mais il y a un autre problème sur lequel il nous faut aussi travailler, c'est sur l'animation, et pas uniquement l'animation commerciale. Monsieur Abchin, pour que les gens se rencontrent, il faut qu'ils aient un prétexte, et le lieu n'est pas suffisant. Il faut donc leur proposer des animations festives, du théâtre de rue, des animations musicales, enfin un certain nombre d'éléments qui leur donneront le prétexte de sortir de chez eux, de se rencontrer et donc de participer aussi à l'économie de ce centre-ville et des commerces qui y sont. Je crois qu'on peut démarrer avant de d'abord refaire les petits pavés. Bien, monsieur Abchin, un mot et on conclut sur ce sujet et on passe à suivant. Oui, enfin, deux mots aussi. Deux mots. Voilà.
Première chose, donc, le chantier de la rue Saint-Nicolas, ben, il est très avancé, et je voudrais rassurer l'ensemble des personnes ici présentes, et M. Marchand, puisque j'ai cru lire ce matin dans la presse qu'il s'inquiète du sort de la supérette qui a fermé depuis déjà relativement longtemps. Vous m'accorderez que c'est quand même pas la faute de la municipalité si cette supérette a fermé. Par contre, eh bien, nous avons travaillé et œuvré pour qu'elle puisse rouvrir, et elle va rouvrir sous quelques mois maintenant, et sous l'enseigne Carrefour City, en plein rue Saint-Nicolas, et avec une nouvelle devanture ouverte sur la rue Saint-Nicolas qui dynamisera largement l'aspect commercial de cette rue. Puis un dernier petit mot, si vous voulez bien. Parking, oui, mais bon, les choses sont quand même sérieuses. Parking souterrain. Bon, M. Marchand et d'autres vous avez dit, nous n'en voulons pas. Alors expliquez-moi pourquoi, dans votre programme, vous ne voulez pas creuser un parking souterrain place de la République, mais vous voulez en creuser un parking Chanzy. Ce qu'on appelle le parking Chanzy. Quelle différence y a-t-il entre creuser ici ou creuser là? Et puis pardonnez-moi de dire, j'ai été un petit peu choqué, quoi, un petit peu surpris de voir une lettre adressée par la société Batirex qui devait construire un immeuble sur cet emplacement qu'elle n'a jamais construit, hein, et qui, le 8 mars 2014, donc c'est très très récent, écrit à une personne qui avait fait une pré-réservation dans cet immeuble qui n'a jamais vu le jour, en lui disant vous avez pu remarquer sur les programmes électoraux présentés par les différents candidats que M. Marchand, s'il est réélu, donnera son feu vert afin de relancer cette opération bien équilibrée qui, en toute objectivité, paraît indispensable pour commencer à redonner de la vie à la ville de Saumur. Voilà. Donc la société Batirex, qui devait construire cet immeuble qu'elle n'a jamais construit, eh bien maintenant soutient ouvertement la candidature de M. Marchand auprès des gens qui avaient fait des pré-réservations. J'avoue être un petit peu choqué du procédé. Bien. Peut-être que j'ai droit de oui, réponse, quand même, je s'il vous plaît. oui, je vous laisse me répondre. Je suis un petit point sur les temps de parole. Je voulais juste dire que, avant l'intervention de M. Abchin, vous étiez tous les deux à 7 minutes 50. Très bien. À égalité, parfait. Madame Léon Briand, 4 minutes 56, et M. Robin, 8 minutes 32. Donc, monsieur. Je reprends la parole alors? Je peux reprendre la parole un petit peu? Non, monsieur, non. Si, parce que je lui On va laisser Je répondre. voudrais simplement être assez rapide. J'ai rencontré beaucoup de gens lors du centre-ville, et des personnes de certain âge, qui ont manifesté leur abandon pour faire leurs courses. Depuis que le commerce était fermé, ces gens-là se sont trouvés vraiment complètement dépourvus. Ils ont dû faire appel à la famille pour se déplacer pour aller faire leurs courses, ou même à du personnel de soutien aux personnes âgées qui a coûté très cher à ces personnes âgées. Et c'est vrai que là, ils ont tous manifesté le sentiment d'avoir été abandonnés par les élus de droite ou de gauche de Saumur pendant cette période qui continue pour l'instant. Donc c'est vrai que personne ne s'est préoccupé de ces personnes. Oui, très bien, vous constatez que pour côté de Mais moi, je n'étais pas à ce moment-là. Oui, donc je pense qu'on aurait dû se poser la question. Là, ça va s'ouvrir. Aujourd'hui, on vous la pose. Je me pose la question, si j'avais été à la mairie à ce moment-là, je me serais préoccupée quand même de ces personnes et j'aurais peut-être regardé avec ces personnes les moyens qu'on aurait pu mettre à leur disposition pour les accompagner, les soutenir dans cet isolement commercial, parce que c'était vraiment des personnes qui ont franchement souffert de cette absence de commerce. Bien, on va passer peut-être, monsieur, oui, vous vouliez répondre sur Batirex. Oui, juste rapidement. J'espère, oui. D'abord, vous dire que merci de m'avoir fait découvrir ce courrier. Je n'en avais pas eu connaissance. Deux choses. Un, pourquoi ce projet ne s'est pas fait? Tout simplement parce que les relations qui se sont établies entre la société Batirex et la municipalité de M. Abchin ont été, le moins qu'on puisse dire, mauvaises, que les conflits juridiques entre eux ont perduré. Je ne veux pas savoir qui avait raison ou qui avait tort, mais c'est ça le fait. Et puis, quel est l'intérêt de ce parking? Vous l'avez dit vous-même, c'est que sur ce parking, il y a des immeubles. Et ces immeubles permettent un amortissement évidemment bien plus facile de l'ensemble du projet. Et donc, d'avoir une gestion du parking souterrain, et donc des places de parking qui soient bien meilleures que s'il n'y avait rien dessus. Voilà, alors après, pour terminer d'un mot, monsieur Augereau, simplement dire que ce projet-là,
il serait donc de nouveau d'actualité, mais que nous n'oublierons pas de le réexaminer D'accord. à la lumière de ce que nous savons aujourd'hui. Il est 7h28, je sais que certains d'entre vous ont des réunions publiques À peu près tous. ce soir, donc on va avancer. On voulait donc aborder le deuxième thème, l'emploi et les entreprises. L'emploi et le développement économique. Ce thème de débat, vous savez, va occuper une grande partie de la campagne du premier tour. Vous l'avez constaté dans le premier mandat. Première préoccupation des Saumurois, l'emploi. Comme en 2008, on pourrait dire. Or, en 6 ans, la situation n'a fait que se dégrader. Le taux de chômage a atteint en Saumurois 11,4%. Pour lancer ce sujet, en fait, on vous pose une question de confiance. Est-ce que le maire, quel qu'il soit, le maire, a un réel pouvoir sur cette question? Alors, comme vous n'allez pas nous répondre non, dites-nous comment, si vous avez un pouvoir. Alors, on peut commencer, on peut inverser. Peut-être, monsieur Robin, si vous voulez commencer, pour changer un petit peu de voix. Deux choses. Est-ce que le maire a un pouvoir? En tout cas, si la compétence relève de l'agglo, me semble-t-il, la ville de Saumur, à l'agglo, elle pèse. Et que naturellement, en tant que maire, eh bien, on a forcément notre mot à dire sur ce sujet. Et même si la compétence est à l'agglo, qu'est-ce qui empêche le maire de faire des réunions mensuelles avec Pôle emploi, les chambres de commerce, les chambres consulaires, les entreprises, les représentants, les représentants de l'État, avec le sous-préfet, et de faire un point mensuel sur les questions de l'emploi? Vous allez me dire, les indicateurs vont pas changer. Peut-être. Mais au moins tout le monde reste mobilisé sur la question. Donc ça me paraît être un élément essentiel. Et puis ensuite, au niveau de l'agglomération, naturellement, il y a des outils, il y a des leviers. J'ai entendu dire que faire du développement économique dans un projet municipal, c'était un vœu pieux. C'est un renoncement, c'est même un reniement que d'annoncer ça. Naturellement, que là où on attend les élus, c'est forcément sur cette question-là. Donc oui, il y a des outils à avancer. Les uns et les autres, on a pu les annoncer pendant cette campagne. J'ai beaucoup misé sur la question de l'innovation. Et là aussi, on dit, mais l'innovation, ça n'a rien de concret. Hier soir, je tenais ici une table ronde avec des chefs d'entreprise et Alain Méchineau. Alain Méchineau, c'est quelqu'un, on a travaillé à 4 et on a créé ça. Cette chose-là, c'est quoi? C'est du mycomatériau. C'est de l'innovation, ça a été mis en place par les services publics de l'emploi. C'est pas quelque chose qui c'est du palpable, c'est pas quelque chose qui n'est pas concret. Donc naturellement que quand on met plusieurs personnes à travailler autour de la table sur cette question-là, on peut se planter, on a le droit à l'erreur, chose que les entreprises ont du mal à faire, parce que souvent elles ont le portefeuille qui est sur le bord de la fenêtre. Mais en tout cas, nous, sur cette question-là, je revendique le fait qu'un élu, aujourd'hui, peut mettre en place des actions, des outils, fédérer les entreprises pour pouvoir travailler la question de l'innovation, parce que pour trouver du boulot aux gens aujourd'hui qui en recherchent, naturellement, il ne faudra pas simplement travailler avec les outils qu'on connaît, les agences de développement, les comités d'extension économique, parce que ça ne suffira pas. Est-ce que Mme merci. Est-ce que Mme Lenon-Briand partage cet avis ou a une autre option à nous proposer? Non, je partage cet avis. Effectivement, on connaît les moyens, ils ont été cités tout le long de la campagne. Donc, on connaît les causes de l'absence d'emploi dans la région. On connaît les moyens, mais on n'a pas la méthode pour les mettre en place. Alors peut-être que je vais rejoindre M. Robin. Il y a une information qui passe mal, peut-être vis-à-vis des porteurs de projets. Il n'y a peut-être pas justement une mise en place un accompagnement de ces projets. Et donc on constate que les outils existent depuis très longtemps, hein, ce n'est pas d'apparaître non plus. Et que le problème, c'est cette méthode qui n'est pas mise en place. Donc effectivement, le développement économique dépend de l'agglo, et c'est important, mais une municipalité peut aider également à la mise en lancement de certains projets. Donc je confirme que je suis assez d'accord sur son analyse. Marchand, Écoutez, c'est simple. Au niveau des actions que l'on peut mettre en place, il y a simplement la volonté politique de le faire. On a des outils, l'agence de développement, le comité d'expansion, la plateforme innovation à la région. Il faut faire travailler ces outils ensemble. Première chose. Deuxièmement, je crois qu'il faut être très attentif aux porteurs de projets. Et je voudrais saluer ici, moi,
l'initiative de Thierry Durand qui est dans la salle, mais je regrette qu'il n'ait pas apporté une paire de bottes pour la montrer, qui va fabriquer à Saumur pour vendre aux États-Unis. Les marchés sont en place. Combien va-t-il créer d'emplois? Alors, même s'il ne crée que quelques emplois au départ, si l'activité se développe, si le marché qu'il est en train de mettre en place sur les États-Unis et qu'il va continuer ensuite sur les Émirats, ensuite sur la Chine, m'a-t-il dit, on a peut-être là ici un potentiel de développement qu'il serait, comment dire, criminel de ne pas soutenir. Commençons peut-être par peu, mais développons ensuite en accompagnant les porteurs de projets. Premier élément. Deuxième élément, et je vais aller vite. Il y a aussi, pour soutenir l'emploi et l'activité, toutes les politiques publiques que l'on met en place. Les politiques publiques autour de l'habitat, les politiques publiques autour de l'accessibilité, madame, les politiques publiques autour de notre patrimoine, autour du vieillissement de la population. Voilà là, me semble-t-il, encore des possibilités de création d'emplois qu'il nous faut absolument accompagner et auxquelles il faut être attentif. Un mot simplement, le vieillissement de la population. Nous savons tous demain que pour que les personnes restent plus longtemps autonomes chez elles, il faudra à la fois des accompagnements de personnes, avec des personnes, mais il faudra aussi des outils mis à disposition. On a la chance d'avoir sur le Saumurois une entreprise spécialisée dans l'accompagnement du handicap. Essayons avec eux de voir comment on peut développer des objets plus usuels. Bien, avant de vous donner la parole, juste un petit point sur les temps de parole. Vous êtes tous à égalité. Madame de Montbriand, vous avez un petit peu de retard dans le rapport en tout cas. Je peux réagir tout de suite. Oui, effectivement, je suis d'accord avec vous, il y a plein de possibilités, mais pourquoi ne les avez pas mis en application tout de suite? Vous aviez à la mairie, pourquoi n'avoir pas mis en place ces emplois? Écoutez, madame, d'abord, à la mairie, ces dernières années, je n'avais pas les responsabilités que vous êtes en train de m'attribuer. Attendons dimanche soir, si vous voulez bien. Non, mais vous étiez conseiller quand même, il était de votre compétence également d'aller à la rencontre de ces gens-là pour développer l'emploi. Mais j'ai fait. Ah, Il y a un volet aussi, il y a un volet aussi parfait. important. Nous souhaitons, Madame Léaumont, on rattrape un peu de son temps de parole, c'est marchand, s'il vous plaît. Alors je vais la laisser Donc, parler. je dis, voilà, il ne suffit pas d'être simplement maire. Si on est conseiller municipal, on peut également se déplacer, rencontrer les porteurs de projets et essayer avec eux de les aider pour mettre en place ces projets. Madame Léaumont, il semble, alors vous êtes d'accord avec votre voisin de droite, avec votre voisin de gauche, mais pouvez-vous nous apporter quelque chose, des propositions qui seraient propres? On peut faire du lourd, on peut applaudir, vous avez gagné. Mais voilà, les projets, je suis d'accord avec mes deux compagnons dans la mesure où on a des moyens de mettre en place je ne sais pas si il y a des comiques là-dedans, parce qu'on parle de l'emploi, mais on parle de la détresse de gens et de la recherche d'emploi pour beaucoup de personnes. Donc je veux bien qu'on se mette à rire là-dessus, mais je pense que si vous allez sur le terrain écouter les gens, il n'y a pas de quoi rire. Hein. Alors les moyens existent bien, effectivement, on les cite et tout. Je vais pas dire que ces moyens ne sont pas bons. Ce que je vous reproche, c'est de ne pas les mettre en place, de ne pas les utiliser, puisqu'on se retrouve encore aujourd'hui pour la gauche qui annonce une hausse du chômage. Alors moi je veux bien que... Moi je pense qu'il faut mieux utiliser les moyens qu'on a, c'est ça ma méthode. C'est plutôt la méthode de travail qui compte. C'est pas la peine de créer encore une aide supplémentaire où voilà, on a l'air de découvrir qu'on peut créer de l'emploi là. Oui, mais et donc les gens à créer cet emploi. Les méthodes existent là, les outils existent bien. C'est la méthode qui n'est pas mise en application. Merci. Monsieur Lachin, votre tour sur ce sujet? Je dirais d'abord que l'emploi est un sujet extrêmement sérieux, c'est un sujet de société, c'est un sujet sur lequel nous devrions tous nous entendre parce que cela touche tellement de Français et de Françaises que ce n'est pas un sujet de polémique, c'est un sujet vraiment d'intérêt national. Et oui, c'est vrai que c'est une compétence de l'AGLO. Bon, la répartition des compétences est telle que c'est l'AGLO qui est responsable de l'emploi et du développement économique et pas le maire. Mais bon, comme il se trouve qu'à Saumur, ça s'est fait plusieurs fois, le maire est aussi le président de l'AGLO, je ne vais certainement pas me cacher derrière cet argument-là. Oui, l'emploi c'est un sujet difficile et compliqué, et mon cher Stéphane,
Tu es à l'aglo 6 ans, depuis 6 ans, sous un président, ce vice-président en charge des politiques sociales et en particulier de l'emploi par la mission locale et la maison de l'emploi. Et tu as fait un bon travail, un travail difficile. Ce travail, tu l'as fait avec aussi des financements de l'aglo qui ne t'ont jamais été refusés. L'emploi, je le dis tout le temps, mesdames et messieurs, l'emploi ne se décrète pas. L'emploi, la métropole, ça ne marche pas. Le président de la République et le gouvernement viennent d'en faire encore une fois la même expérience. Ce sont les entreprises qui créent les emplois. Ce sont les artisans, les commerçants, les industriels, les agriculteurs, les entreprises de toute nature qui créent les emplois. L'emploi marchand, c'est le seul qui aujourd'hui, excusez-moi, c'est pas l'emploi marchand, c'est évidemment le seul aujourd'hui qui apporte qui est susceptible d'apporter de nouvelles richesses dans notre pays. L'emploi public est en panne, nous le savons tous, et les emplois aidés sont des solutions, mais des solutions de court terme. Ce ne sont pas des solutions pérennes, ce sont des artifices passagers. Emploi, il faut donc des employeurs. Pour être employeur aujourd'hui, il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance dans la capacité de son entreprise à prendre des commandes, à se développer ou à investir. Or, malheureusement, aujourd'hui, cette confiance n'existe pas. Il faut donc, et ce n'est pas un propos ni polémique ni politique de ma bouche, c'est un fait avéré, cette confiance n'existe pas. Et pour espérer voir revenir cette confiance, il faut au moins donner aux entrepreneurs un environnement qui soit sécurisé sur le plan social, sur le plan fiscal et sur le plan juridique. Chef d'entreprise, quelle que soit sa taille, a besoin de savoir où il va pour investir et embaucher. Ça, c'est indispensable. Retrouvons la confiance et espérons que nos gouvernants, quels qu'ils soient, sauront rétablir progressivement cette confiance. Alors, si j'ai l'honneur d'être réélu, je poursuivrai dans la voie que nous avons tracée. Nous avons, au cours de ce mandat, Ville, Agglo, Saumur Habitat, et avec l'aide du projet d'innovation urbaine, investi des sommes considérables. 200 millions d'euros ont été investis sur le territoire pendant ce mandat. Ces 200 millions d'euros, une partie a été captée par des entreprises du territoire qui ont su répondre à des appels d'offres, prendre des commandes. C'est du travail qui était à ces entreprises. C'est de revenus qui ont été redistribués. Ça, c'est de l'emploi. L'investissement, c'est de l'emploi. Nous continuerons à construire des usines relais, des ateliers relais. Il faut être prêt à accueillir des entreprises. Le chef d'entreprise, l'entrepreneur qui se lance, il a besoin d'avoir tout de suite un gîte où il va pouvoir développer ses premières activités. Usine relais, atelier relais, pépinière d'entreprise. Nous nous battrons, et nous nous battrons sûrement ensemble sur ce sujet. Nous nous battrons pour empêcher nos zones d'activité de devenir ce que j'appelle des conservatoires de fleurs rares ou des réserves ornithologiques. On est sur ce plan-là extrêmement freiné. Nous avons sur notre territoire d'agglomération une zone d'activité de 70 hectares où il n'est plus possible d'y mettre une seule entreprise aujourd'hui. C'est une pénalisation supplémentaire, croyez-le bien. Nous ferons tout, il faut tout faire aussi pour garder les entreprises sur le territoire, c'est ce qu'on appelle le développement endogène. Les entreprises qui, sur le territoire, parce qu'elles sont rachetées par une autre, parce que le chef d'entreprise a cédé son entreprise à quelqu'un d'autre, il y a des tentations parfois de partir ailleurs. Il faut tout faire pour garder les entreprises, comme nous l'avons fait avec Philippe, comme nous le faisons avec Bichard Valls. Pardon ? Il faut conclure sur ce point, mais d'avance sur vos... Oui, mais écoutez, le sujet est passionnant, et comme il se trouve que c'est de la compétence de l'Agglo, et que voilà, je suis le seul pour l'instant. On va continuer à en parler justement sur Monsieur Robin, voilà. Alors un dernier mot, si vous le voulez, le dernier mot que je vous dirais, c'est qu'aujourd'hui, l'emploi et le développement économique, il faut l'élargir au territoire du Grand Saumurois. Parce qu'on peut très bien habiter Douai-la-Fontaine et travailler à Longueuil. On peut très bien habiter à Montreuil-Bellay et vouloir travailler à Saumur. L'emploi, aujourd'hui, doit être mobile et l'emploi doit être géré et pas administré, recherché au niveau du territoire du Grand Saumurois. Monsieur Robin. Oui, très rapidement. Les budgets qui ont été alloués à la commission que j'ai eu l'honneur de présider ne sont pas des budgets qui nous ont été alloués pour le
plaisir d'avoir ces budgets à la commission. Ils ont été votés par l'ensemble des conseillers communautaires, de droite, de gauche ou du centre d'ailleurs. Quel que soit le gouvernement en place, quelle que soit l'équipe régionale qui soit en place, quelle que soit l'équipe communautaire qui soit en place, qu'elle soit de droite ou de gauche, j'ai compris que je m'en moquais pas mal, ce que je souhaite c'est qu'elles réussissent dans les missions qui sont les leurs. Parce qu'en face, ce sont les Saumurois qui sont en jeu. Sur la question de l'organisation, je fais un vœu, c'est qu'on arrête de diviser l'emploi du développement économique. J'ai eu de cesse de le dire. Rapprochons, comme c'est fait à Angers, comme c'est fait à Cholet, le développement économique de l'emploi et ne le divisons plus. Sur la question de ce que peut faire une collectivité locale, naturellement qu'elle peut accompagner les entreprises et animer notamment des projets interentreprises. Le gouvernement a sorti, et je ne fais pas la pub pour le gouvernement, la seule chose c'est qu'il faut savoir se servir de ce qui existe, a sorti avec le Conseil national de l'industrie en octobre dernier un plan de reconquête industrielle. Alors quand on entend ça, ça impressionne. Après on creuse. Et parmi les 34 plans, eh bien, on a regardé et puis on a fouillé. Et sur le Saumurois, il y a 6 plans qui mériteraient d'être étudiés. Je vais en tenir que 2 pour dire quel pourrait être aussi, là madame, un levier, mais en même temps en avançant marchant. 2 rapidement, s'il vous plaît. Pardon ? 2 rapidement. Oui, très rapidement. Parmi les plans, il y a celui des énergies renouvelables. Est-ce qu'on ne peut pas travailler en accord avec la région et sa PRI sur la question de l'aérothermie notamment ? Sur les plans, il y a l'industrie du bois. Il se trouve que dans la région, on a un pôle bois très important ici, et notamment, on est le 3e gisement en France de pain maritime, et on a un pôle bois très important en Vendée, où on fait sécher le bois en Europe de l'Est. Est-ce qu'on ne pourrait pas un moment se parler entre départements, entre comités d'expansion, à l'intérieur même de la région, pour peut-être essayer de combiner quelque chose avec des entreprises, non pas pour faire concurrence au pôle bois qui existe en Vendée, mais que plutôt qu'aller faire sécher leur bois en Europe de l'Est, que ça coûte moins cher, qu'on le fasse ici, dans le Saumurois, parce que ça coûtera forcément moins cher d'aller chercher de l'air à 12 degrés dans les caves que d'aller chercher de quoi sécher ce bois en Europe de l'Est. Il y a plein de choses. La seule chose, c'est qu'il faut creuser, et ne jamais baisser les bras sur cette question-là. Un mot, s'il vous plaît. Rapidement. Oui, très rapidement. Je crois qu'il faut faire feu de tout bois, si je peux me permettre cette expression-là. Et à côté des énergies renouvelables, je voudrais y ajouter les économies d'énergie. Et nous proposons, nous, de faire un diagnostic thermique de la ville. C'était une initiative de la Jeune Chambre économique en 2010, monsieur Abchin. Et la municipalité n'a pas suivi cette initiative. Donc ça ne s'est pas fait. Et c'est bien dommage. On aurait gagné du temps. Pourquoi je dis gagner du temps? Parce que sur les domaines des politiques publiques à mettre en place, l'accompagnement de ces politiques publiques, vous l'avez dit, et nous en sommes tous d'accord, c'est créateur d'activités et ça crée de l'emploi ou ça en protège. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, on a besoin, ici on est à Saint-Lambert-des-Vés, on ne peut pas passer à côté, on a besoin d'étendre la zone éco-parc. Ça fait des années qu'on n'a pas réussi à trouver les solutions financières pour développer cette zone. On en a besoin. La zone de la Ronde et la zone de Méron ne sont pas suffisantes parce que pas suffisamment à proximité de la ville. Et puis enfin, et je terminerai là-dessus, il y a quelque chose qui va nous arriver, j'espère le plus vite possible, mais qui ne manquera pas de poser un problème au niveau de la communauté d'agglomération, voire du Grand Saumurois, je suis d'accord. C'est le numérique. C'est une opportunité qu'il nous faut saisir. La ville va être couverte par le numérique. Que deviendra la Gourde? La fracture numérique dont on avait parlé à une époque, vous vous souvenez, il faudra bien la prendre en compte. Or aujourd'hui, quels sont les soutiens financiers qu'on peut espérer? Ni l'Europe, ni la région, ni l'État, ni le département. Il nous faut là avoir une volonté très forte de pouvoir au moins connecter l'ensemble de notre territoire pour ne pas rester à la traîne entre deux pôles qui vont fortement se développer, le pôle métropolitain en juin et le pôle métropolitain tourangeau. Bien, on va avancer. Ça fait à peu près une heure qu'on est ensemble déjà. On voulait parler de l'agglomération. On ne pourra pas aborder tous les problèmes liés à l'agglomération, bien sûr, mais on voulait en parler parce que depuis cette année, on vote directement pour des conseillers municipaux, ça on est habitué, mais aussi pour des conseillers d'agglo. C'est ça qu'on a un grand bulletin de vote. On sait par ailleurs que l'agglo s'occupe de plus en plus de compétences qui étaient auparavant de domaine communal, et il y a un élément important qui participe à la vie des Saumurois, qui est désormais de la compétence de l'agglo, c'est son théâtre. Donc je voulais poser une question
Hapchin, que va devenir ce théâtre une fois que les travaux sont terminés? Et la question annexe, c'est est-ce que ce beau théâtre ne risque pas de plomber durablement les finances de la ville? Je ne parle pas de l'investissement, je parle de son fonctionnement. Bien, alors, le théâtre de Saumur, il est en plein cœur de Saumur, c'est un bâtiment emblématique de la ville. C'est un fait, et c'est sous le mandat de M. Marchand, mais je ne le critique pas du tout sur ce point-là, que la communauté d'agglomération, enfin que la ville a transféré le théâtre. C'est pas vous? Non, M. Hapchin. La Bon, communauté d'accord. d'agglomération a été créée le 1er janvier 2001 Bien, et je n'étais pas maire à cette Mais je ne époque. critiquais pas de toute façon, je vous rassure. Bon, en tout état de cause, peu importe d'ailleurs. Le théâtre. Celui qui était maire est quelqu'un que nous avons les uns et les autres apprécié. Absolument. Le théâtre a été transféré donc à la communauté d'agglomération. C'est donc aujourd'hui un bien communautaire, et ceci depuis donc maintenant pas loin de 15 ans. Il était en mauvais état. Monsieur Souriau, nous avons fait ensemble une visite en 2008 de ce théâtre, et je pense que vous vous en souvenez. La commission de sécurité qui a visité ce théâtre en mai ou juin, je ne sais plus, 2008, a indiqué qu'il n'était plus possible de l'ouvrir au public et que je n'avais pas d'autre option que de le fermer.